Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. La Guinée fait partie des pays les plus touchés par la pratique de l'excision. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 140 millions de femmes ont subi une des formes de MGV, MGF, mutilation génitale féminine depuis 1980. Le gouvernement, en collaboration avec les organisations de la société civile et ses partenaires au développement, travaille d'arrache-pied pour obtenir un changement de comportement en vue de l'abandon de toutes les pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes, filles et enfants. L'occasion donc nous est offerte ce soir pour en parler dans cette émission autour de la table avec des jeunes, les leaders d'opinion, les partenaires techniques et financiers afin d'informer la population guinéenne à l'abandon contre cette pratique. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à être en notre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Cinq minutes pour parler de notre thème du jour, l'abandon des mutilations génitales féminines MGF. Nous avons donc autour de la table les acteurs, notamment M. Luceni Camara, président du Conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée, et Mme Marissa Mané, assistante au projet MGF, Plan international Guinée, Marceline Williams, Mme Marceline Williams, chargée à l'organisation, présidente de la commission MGF, M. Aboubakar Sidiki Nabé, DGA, directeur général adjoint du Bureau Stratégie et Développement au secrétariat général des affaires religieuses. Nous avons toute une série, en tout cas toute une entité autour de la table pour parler de ce sujet. Encore une fois, chers invités, bonsoir à vous. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et de développer ce sujet au public. La lutte, donc, elle est commune et se concrétise, je le disais tout à l'heure, par la présence de différentes entités autour de la table. Mais avant d'évoquer tout ce qui a été fait dans le domaine de la lutte, il faudrait rappeler aux téléspectateurs, c'est quoi l'excision? C'est le sujet que nous développons aujourd'hui, ou la mutilation génitale féminine, n'est-ce pas? Monsieur Nabé, Monsieur Luceni Camara, président du Conseil consultatif. La première question, c'est à vous donc. Alors, merci à toutes et à tous. Et avant de commencer, permettez-moi d'abord de remercier vos millions de téléspectateurs. Et permettez-moi encore une fois de plus de saluer et de remercier ces champions, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, nos amis qui se battent, qui se lèvent tous les jours sur le terrain pour promouvoir ces valeurs de justice et d'équité, et d'amour et de partage, d'égalité et de fraternité. Donc aujourd'hui, nous sommes là autour de la table pour parler des questions liées aux mutilations génitales féminines. Donc le Conseil consultatif, en partenariat avec Plan international en tant que partenaire technique et financier, exécute un projet initié avec le ministère de la Santé qui a pour nom Sauvons les filles des mutilations génitales féminines. Et donc, quand nous revenons à la définition des mutilations génitales féminines, nous nous appuierons sur la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui définit les mutilations génitales féminines comme étant toute intervention ou l'ablation totale ou partielle des organes génitaux de la femme ou toute autre intervention exercée sur le corps de la femme. Donc voici comment l'OMS définit la mutilation génitale féminine. Et plus loin, nous pouvons aussi prendre la définition donnée par le Code pénal guinéen qui punit aussi cette pratique, qui a défini comme étant toute intervention exercée sur les organes génitaux, à savoir les grandes lèvres, le clitoris ou les petites lèvres, c'est les organes génitaux externes de la femme, ou toute autre intervention, bien sûr, exercée sur le corps de la fille ou de la femme. Bien, très bien, aujourd'hui, on ne se complexe plus de définir l'excision par un nom. J'aurais voulu même que ce soit Williams qui définit l'excision, et puis parce que ça nous concerne, nous les femmes, n'est-ce pas? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter rapidement
par rapport à ce que M. Lucien a dit, ou bien c'est suffisant la définition? Non, c'est suffisant ce que M. Lucien a dit, parce que c'est les deux définitions plus simples qu'il a dit, parce qu'en fait, on ne le fait pas pour rendre belle la femme. D'accord. C'est juste pour la faire souffrir. Moi, c'est comme ça que je vais définir l'excision. Ce n'est pas un volet qui est esthétique. Ça ne rend pas belle la femme. Très bien. Alors, cette définition, je crois que c'est la meilleure définition d'ailleurs. Alors, je reste avec vous, Williams. Quelles sont les conséquences? Parce que c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de ce phénomène ou de cette pratique, les conséquences liées à cette pratique. Les conséquences sont entre autres. Il y a les douleurs pendant les règles. Il y a l'hémorragie interne qui vient après l'accouchement. Il y a aussi les conséquences immédiates. Il y a d'autres qui rendent la vie là-bas lors des mutilations génitales féminines. D'accord. Il y a les fistures que les mères et femmes obtiennent après avoir fait l'accouchement, qui les empêche de vivre avec ses amis. D'accord. Il y a aussi, ça diminue leur sensation. Très bien. Bon, j'aurais pas voulu que M. Lucien parle de ça. Tu as trop défini l'excision. Est-ce que quand même tu peux amender si quelques mots te restent Alors, toujours abordant dans le même sens, il est vrai que si ça a été puni ou si ça a été considéré comme étant une violation des droits des filles, donc il faut forcément s'attendre à ce que cette pratique ait des conséquences. Donc pour ajouter à ce qu'elle a dit, effectivement, nous avons aussi la stérilité, parce que lors de la pratique de cette tradition, le plus souvent, ça cause des conséquences comme la stérilité. Il y a certaines femmes qui se trouvent dans l'impossibilité de concevoir ou d'avoir des enfants. Il y a aussi les infections, parce que nous savons à l'Afrique traditionnelle et comment est-ce que tout se passe. Et plein de filles sont exposées avec un seul instrument, donc ça mais provoque... est-ce que ça, c'était pas dans le temps, mais ça a changé, on en parle aussi. Et oui, mais jusqu'à présent, ça persiste dans les à l'intérieur, dans certains endroits. Okay. Donc jusqu'à présent, donc, il y a les infections. Et ensuite, nous avons les morts-nés, ça arrive parce qu'il y a certains Tout cela est lié à l'excision. Oui, bien sûr, c'est lié à des complications liées à l'excision. Et donc, voici entre autres ce que je pouvais augmenter à ce qu'elle a dit. Alors, moi, je vais revenir un peu à notre partenaire qui est Plan Guinée International. Depuis, à l'entame de mon intro, j'ai annoncé dans les années 1980, le gouvernement en collaboration donc avec l'organisation de la société civile et ses partenaires au développement, travaillent inlassablement pour obtenir un changement de comportement. Madame Marissa, depuis cette date à nos jours, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine de la lutte contre l'excision? Quand le plan international guinéen, depuis ces années, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses, beaucoup de réussites, assez d'améliorations au niveau national. Depuis le niveau national jusque dans la communauté, avec le récent projet, parce que plan dans la poursuite de la mise en œuvre de ces activités en appui au gouvernement guinéen, il a reçu un financement de plan Allemagne, l'exécution d'un projet allant pour 3 ans, une extension de 3 ans, allant du mois d'août 2018 jusqu'à septembre 2021. Et là, dans ce cadre-là, plan a pris en compte la gestion de 3 préfectures. La préfecture de Guékédou. Dans sa globalité, on a la gestion de 80 districts, dont 4 CR pour la préfecture de Guékédou, avec la gestion de 28 districts. Kissidougou, 4 CR avec la gestion de 31 districts. Et celle de Koya qui est venue s'ajouter l'année dernière, avec la gestion de 2 CR et les 21 districts en général. Donc, pendant la réalisation de ces activités, nous avons compris qu'au démarrage de ce projet, au niveau de la forêt, ça a suscité beaucoup de problèmes
Parce que la communauté que moi je considère par ignorance, avec les considérations de nos cultures et de nos mœurs, pensant que c'était une question de respect de ces différentes cultures et mœurs, pratiquer l'excision dans le cadre du respect de ces différents aspects. Mais je pense qu'avec l'arrivée du plan international Guinée sur le terrain, depuis ces quelques années, nous avons constaté une grande amélioration. Au niveau des deux préfectures de Kisidou, Gekedou et Koya qui est venu s'ajouter, nous avons à travers, parce qu'avant d'aller vers l'activité en général, il fallait faire d'abord l'étude de faisabilité, aller vers les communautés, connaître les problèmes, les différents problèmes liés à l'accrochage de nos différentes communautés à cette pratique que l'OMS considère, d'après plusieurs analyses, considère comme une pratique très néfaste pour la santé de la femme et de la jeune fille en général. Donc, allant sur le terrain, faisant tous ces constats-là, on a compris, le plan international a compris à travers ces communautés-là qu'ils pratiquent l'excision sur plusieurs aspects. Le respect des coutumes, de nos mœurs, surtout aussi le fait d'avoir une ressource financière. Et puis, le respect aussi ou la considération, comme vient de le souligner ma collègue Marceline Williams, que peut-être c'est pour rendre la femme belle et puis la préparer pour aller dans son foyer. Donc après ces différents constats, on leur a fait savoir que c'était une pratique néfaste pour la communauté, mais surtout pour la femme et en général pour la santé de la jeune fille. Alors quels sont les arguments que vous avez placés pour les pouvoir arguments qui ont persuader été placés, la communauté? D'abord sont venus de ces communautés-là. On a fait savoir à ces différentes communautés-là que c'est une pratique très néfaste. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que toutes les communautés adhèrent à cet abandon? Ils nous ont fait la proposition comme quoi ils pouvaient accepter l'arrêt de l'ablation du clitoris, mais qu'en revanche, qu'on accepte de faire l'excision dans le cadre du respect des coutumes, du respect de la préparation de la jeune fille pour aller au mariage. Et c'est ce qui fut fait. C'est pourquoi sa meilleure stratégie a été quoi? Le respect de ces différents dictums par les communautés en introduisant des différents aspects. Les activités de sensibilisation à travers la pratique des DDG qu'on considère ici comme dialogue de génération, pendant lesquels toutes les communautés sont mises en place en faisant des sensibilisations à travers les différentes couches sociales. On met ensemble une sorte de focus group, les femmes ensemble, les personnes âgées, les religieux ensemble, la jeunesse, les jeunes hommes ensemble, ils essaient de discuter. Pendant ces différentes discussions, on arrive à ressortir, à comprendre les différents problèmes de ces différentes communautés-là. Parce qu'il ne reste pas sans souligner que c'était un sujet tabou dans les différentes communautés. Tout à fait. Donc, pour obtenir l'adhésion de ces communautés-là, on ne pouvait même pas aller vers les gens-là, devant ces religieux, les considérations religieuses que chacun de nous connaît dans nos différentes communautés. Il fallait aborder quelques sujets de baptême, de cérémonie de mariage ou de vaccination, en encourageant les mères de famille jusqu'à ce que eux, pendant ces DDG-là, qui tombent sur le sujet qu'on appelle excision. À partir de là, ils nous ont amenés vers une ouverture, nous poussant à aller vers eux et nous permettant d'aborder le sujet dans sa globalité. Et plan international, en utilisant ces différentes stratégies, les DDG, les dialogues de génération, de là on est parti au rythme. Pendant les rythmes alternatifs, ce sont les formations qu'on donne, accompagnées par ces différentes excisions traditionnelles dans les temps, qu'on a essayé d'initier, qu'on a essayé d'organiser, amener vers les filles qui ne sont pas excisées d'abord, qu'on a essayé de protéger, de former, parce qu'ils ont énuméré les différents arguments. Comme quoi, c'est une façon, en excisant la fille, pendant ces 3 mois ou quelques périodes, la période d'initiation, soit en forêt ou dans la cour, dans une clôture comme ça, les différentes leçons sont offertes à la fille, lui permettant en lui donnant une sorte d'éducation, quoi.
la façon de se tenir vers sa belle famille, son mari, les voisins, et ainsi de suite, la communauté en général. Donc on a essayé d'accepter le respect de toutes ces pratiques-là, en passant par ces anciennes exciseuses qu'on a recrutées, non seulement par district, 5 mères éducatrices par district, plus 30 filles par district, accompagnées par les différentes éducations, par les anciennes exciseuses qui pratiquaient ça dans les communautés, plus certains agents de santé. Donc, c'est toutes ces cérémonies-là réalisées, on a abouti à plusieurs déclarations d'abandon aujourd'hui. Avec les 80 districts, les 80 districts de 3 préfectures, au jour d'aujourd'hui, ce sont 5 districts seulement, 5 déclarations qui restent à faire. D'accord. En contrepartie, est-ce que vous avez proposé à ces exciseuses-là, vous leur avez proposé quelque chose lorsqu'elles abandonnent? Qu'est-ce qu'elles vont faire dorénavant? Plan dans sa stratégie, une formation, a essayé de faire une analyse et en résumé, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, les femmes ont posé leurs problèmes, surtout les femmes exciseuses. Tout à fait. Elles nous ont fait savoir qu'elles faisaient la pratique là pour une question de ressources financières, une question de survie. Parce que pendant ces pratiques-là, si tu as 10 filles, au moins chaque fille, ses parents allaient donner 50 000 plus un coq, plus un complet, et ainsi de suite. Donc, plan dans sa stratégie, pour encourager encore une fois de plus pour le féminisme dans nos différentes communautés-là, pour permettre à ces différentes femmes de les faire comprendre qu'elles peuvent elles-mêmes soutenir leur famille en essayant de créer quelque chose, plan à essayer de mettre tous ces 80 districts-là en groupement villageois de crédit et d'épargne. Les permettant, parce qu'ils nous ont promis d'abandonner tous ces districts-là qui ont fait l'abandon dans les différentes communautés, on a essayé maintenant de les mettre ensemble. C'est des petits groupements, personne ne vient, la caisse est là, elle est déposée, accompagnée de 15 personnes ou 30 personnes, c'est le groupement qui gère. La gestion, ils ont établi leur programme, leur planning, de façon hebdomadaire, chaque fois, une fois par semaine, les gens viennent, un montant qui est là, la personne qui est capable de trouver 1 000 francs, 2 000, 5 000 francs, vous mettez ça dans le truc, une sorte de tontine, les permettant de regrouper, de renouer l'argent, et quelques mois après, de prendre crédit, aller utiliser ça pour essayer de créer des activités génératrices de revenus. En accompagnement à ça, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place, parce qu'ils doivent suivre les formations en IVV. Entreprenez votre vie. Toujours une façon d'améliorer, les permettre d'améliorer leurs conditions de vie au niveau de ces communautés et de respecter les différents engagements qu'ils ont pris au point de plan international guinéen vers ces communautés pour la protection de ces différentes filles au niveau de leur communauté. Il fallait essayer de faire quoi? Les donner des petites formations, leur permettant d'améliorer. Parce que on ne peut pas les dire d'abandonner aujourd'hui. C'est vrai qu'on a mis en place ces différents groupements de crédit et d'épargne. Mais c'est quoi? Ils ont l'ignorance de comment aborder le sujet, de comment continuer. Et plan cherche la pérennité, la pérennisation de ces différents acquis. En essayant de mettre en place des différents AGR, en essayant de faire l'identification des meilleurs groupements qui ont essayé de coordonner ça depuis l'année passée et les mettre quelques moyens de disposition selon leur gré, parce que c'est eux qui vont identifier les AGR qu'elles peuvent supporter dans les différents... Qu'est-ce que vous appelez les AGR? AGR, activités génératrices de revenus. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça, Plan est en train de gérer le processus avec nos différentes communautés, les 3 préfectures pour le moment. Très bien. Alors, les jeunes se battent contre l'excision, les partenaires luttent contre l'excision. Là, on va écouter ce que l'islam prévoit ou qu'est-ce que l'islam, le point de vue d'un islamologue. Il n'est pas islamologue, il va me dire non, je ne suis pas islamologue. Le directeur général adjoint, bureau de stratégie et de développement au secrétariat général des affaires religieuses. D'aucuns pensent que l'excision est mentionnée dans la religion. D'autres pensent le contraire. Monsieur Nabé, votre point de vue? Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là ce soir et
adresser mes salutations de paix à l'ensemble des croyants de Guinée, d'Afrique et du monde qui nous suivent. Ceci dit, la problématique de l'excision, c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre en République de Guinée, surtout au niveau des religieux. Parce que d'autres, dans les appellations même, d'autres parlent dans nos langues du terroir, de Sunna et autres. Donc, le secrétariat général des affaires religieuses étant un département qui est là pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière religieuse, n'est pas demeuré en reste face à cette problématique qui cause énormément de dégâts aux filles et aux femmes. Mais il est à rappeler que ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui, dans l'intervention de notre partenaire technique Plan, donc à travers Plan International Guinée, je remercie tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc ça n'a pas été facile au niveau des religieux parce que ça a constitué un goulot d'étranglement à un moment donné. Elle est là, elle s'est beaucoup battue, ça fait plusieurs années que nous nous rencontrons. Mais à partir de 2014, il y a eu une grande révolution entre guillemets. Parce qu'il y a eu la conférence des leaders religieux des 33 préfectures qui ont sorti une résolution faisant la promotion d'abandon des mutilations génitales féminines, la promotion d'abandon des mariages d'enfants, la condamnation du viol et qu'aucun religieux ne doit intervenir en cas de viol au niveau d'un commissariat, au niveau d'un juge, et le travail des enfants. Mais ce qui est extrêmement important, qui est à noter, c'est qu'aujourd'hui, un fatwa qui a été fait avec l'appui de l'université Al-Azhar, des islamologues de la Mauritanie, et même en 2020, il y a eu des invités venus du royaume chérifien qui sont venus siéger dessus parce que ça faisait beaucoup de débats. Parce que d'aucuns pensent que parce qu'en Guinée, il y a 3 groupes de religieux en la matière. Il y a les non favorables qui disent que ce n'est pas dans les 5 piliers de l'islam, ce n'est pas non plus écrit dans le Saint-Coran. C'est nos amis chrétiens, ce n'est pas dans la Bible, c'est des hadiths qui en parlent en religion musulmane. Tout à fait. Donc, il y avait ces 3 groupes-là. 3 groupes. Ceux qui pensent que c'est bon de faire, c'est-à-dire les partants, ceux qui ne partagent pas et qui disent d'arrêter, il y a ce groupe, et il y a les indécis. Aujourd'hui, ils sont contre, avec des explications, mais dès que leur guide parle autrement, ils prennent d'autres chemins. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que depuis 2014, le secrétariat général des affaires religieuses a mené beaucoup d'activités avec l'appui technique et financier des partenaires, comme l'UNICEF, Plan, la coopération allemande, UNEPI et tant d'autres. Donc ce qui fait aujourd'hui, il y a eu des rencontres restreintes, des rencontres régionales, des rencontres préfectorales, toutes les 33 préfectures, discuter, asséminer ces outils, comme la déclaration des religieux, le fatwa qui a été fait, qui condamne, parce que le religieux n'est pas un médecin. Ce qui a même poussé le secrétariat général des affaires religieuses à se prononcer dessus, nous avons fait appel aux experts en médecine. Parce que le religieux, tu peux interpréter les hadiths, les livres saints, mais l'excision relève des médecins, surtout les gynécologues. La compétence de la médecine. Les gynécologues. Donc, ils sont venus nous démontrer par A plus B que c'est une pratique extrêmement dangereuse, néfaste, qui a des conséquences, comme les prédécesseurs l'ont dit. Il y a des problèmes au niveau, lors des accouchements, qui peuvent même entraîner la mort de la femme, les fistules obstétricales lorsque ça ne se passe pas bien, les infections répétées, la stérilité sur les femmes, et même la mort immédiate une fois que l'excision est faite. Parce qu'à Dieguédou, on nous a relevé des cas parce que nous faisons partir d'un groupe, nous travaillons avec les institutions, nous sommes dans un cluster où chaque fois les violences basées sur le genre sont discutées. Il y a eu un cas à Dieguédou qui est déplorable, une fille, Finda, je crois, qui a perdu la vie. Et l'une des obligations de la religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, la protection de la femme et de la fille est une obligation chez les religieux. Donc c'est pourquoi, au regard
de l'avis de ces médecins et des islamologues comme Al-Azhar. Et nous avons eu la chance d'envoyer beaucoup d'islamologues au niveau des pays qui sont des références en matière religieuse, l'Arabie Saoudite, Tunisie, Maroc, Égypte, qui sont venus nous dire que cette pratique-là, ce n'est pas dans les saints de ce n'est pas un sujet qui doit opposer les gens, surtout à partir du moment où la médecine a démontré que c'est une pratique rétrograde, néfaste et qui n'a pas d'importance chez la femme, mais plutôt peuvent conduire à la mort. Et un facteur qui est extrêmement important, qui nous a même poussé à faire le fatwa, c'est aussi la constitution guinéenne. Il y a le code pénal qui l'a interdit. Et nul n'est au-dessus de la loi en République de Guinée. Et c'est une pratique, comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas de l'esthétique, ce n'est pas quelque chose qui apporte. Ça rend pas joli. Donc, c'est ce qui fait que les affaires religieuses, ça n'a pas été facile. Ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'au départ, d'autres disaient non, les religions ont été achetées par les institutions internationales. Donc d'autres disaient ils ont dérouté. Alors que si nous remontons dans l'histoire, cette affaire d'excision-là, c'est un peu de la jalousie. C'est avant même le prophète Mohammed paix et salut sur lui. C'était autant avant le prophète. Le prophète l'a trouvé et lors de son exil, lorsqu'il a rencontré une ancienne exciseuse à Médine, il en a parlé. Donc les tenants de ceux qui disent qu'il faut pratiquer tiennent à ça. Mais les islamologues, dans la majeure partie, disent que c'est des hadiths faibles. Mais c'est l'homme, elle est obligatoire. Donc c'est la femme qui a une vulnérabilité. Donc c'est ce qui veut dire que les religieux qui nous écoutent, en République de Guinée, surtout au secrétariat général des affaires religieuses, avec l'avis des médecins, nous avons demandé à nos compatriotes, il y a eu même des sermons harmonisés qui condamnent cette pratique. On condamne, mais le phénomène persiste encore. Le phénomène persiste. Pourquoi? Une pratique qui a pris 2 ans, 3 ans, c'est un processus. Si hier, le partenaire l'a dit, on n'en parle pas, c'était tabou, mais aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Déjà, il y a eu lors de la conférence nationale ici des religieux, on en a discuté, ça fait des bruits, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont favorables en parlent au niveau des radios. Dans les communautés, nous avons des points focaux dans toutes les 33 préfectures de la République de Guinée, points focaux MGF, et les plateformes des religieux en santé de la reproduction et la lutte contre les MGF, qui en parlent. Donc, c'est un processus. C'est pourquoi ceux qui luttent dans le cadre de cet abandon-là, ce n'est pas de la baguette magique, quelque chose qui a perduré, c'est un processus, et le changement, c'est au fur et à mesure. Donc, le changement au fur et à mesure, on en parle tout. Voilà. Cette question ou ce dernier mot à vous, ou l'avant-dernier mot à vous, m'amène à vous demander qu'est-ce qui est fait dans le cadre de l'application de la loi lorsque c'est interdit ou ce n'est pas approuvé par la religion. Vous, les jeunes, vous luttez. Les médecins pensent ou disent que c'est néfaste pour la santé de la femme et fille, et les partenaires luttent dans le même sens. Alors, l'application de la loi, qu'en est-il? Alors, concernant l'application de la loi, d'abord, je vais m'appuyer sur l'argument donné par le religieux, parce que toute action exercée sur l'homme sous contrainte est une violation des droits de l'homme. Donc c'est ce qui a incité les juristes à qualifier ce fait comme étant une violation grave des droits de la jeune fille, des droits de la femme. Et au sein du conseil consultatif, parce que nous, notre but c'est d'assister un peu le pouvoir public, privé et ONG dans le cadre du développement de l'émancipation de l'enfant et de la femme. Alors, avec l'appui financier des plans internationaux, il nous a été confié un certain nombre d'activités depuis l'année passée, notamment des tables rondes, des formations de renforcement des capacités, mais aussi des plaidoyers à l'endroit des autorités gouvernementales dans le cadre de leur appui ou de leur soutien quand il s'agit de l'application des textes de loi, des traités dont la Guinée est partie. Donc, quand nous revenons au niveau d'abord de la formation, il faut se dire que le conseil consultatif, aujourd'hui, à date, pour cette année, avec le nombre d'activités qui étaient inscrites dans notre plan d'action, nous avons à former au moins 40 jeunes, ça c'est de façon directe, et 200 autres jeunes, ça c'est de façon indirecte. Au sein des autorités, nous avons à toucher au minimum quelque chose de 20 autorités lors des plaidoyers et lors des sensibilisations. Donc quand on revient au niveau de l'application de la loi,
Avant de parler de l'application, il faut parler d'abord de l'aspect juridique national, régional, mais aussi international. Donc, catégorisons. Au niveau national, il faut d'abord s'appuyer sur la constitution guinéenne, donc notamment ces articles 6 et 8 qui interdisent toutes les pratiques, et notamment les mutilations génitales féminines qui sont des pratiques traditionnelles, des actes rituels qui sont néfastes à la santé des femmes. Il faut parler aussi du Code de l'enfant, notamment ces articles 774, je crois, jusqu'à 782, qui interdit aussi les mutilations génitales féminines. Sans oublier le Code pénal qui prévoit et punit cette pratique comme étant une violation grave des droits, des droits des jeunes filles. Alors, lorsqu'on part au niveau régional, autant pour moi, la Guinée est partie aussi de plusieurs autres traités et conventions au niveau sous-régional, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, en ces articles 21, paragraphe, je crois, 7, qui est puni aussi, ou qui d'ailleurs parle un peu de la conservation de toutes les pratiques positives. Par contre, inscrit la mutilation génitale féminine comme étant partie des pratiques néfastes, donc il les interdit. Il faut parler aussi de la Charte africaine, autant pour moi, oui, de la charte, du protocole de cette charte, parce qu'il y a eu des protocoles facultatifs aussi, donc des textes de loi qui viennent appuyer le premier. Donc quand on parle aussi au niveau international, il faut parler un peu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant, autant pour moi. Donc c'est le premier instrument juridique international qui donne le droit à tous les enfants, et notamment voilà, des femmes et des filles. Et il faut savoir aussi que depuis longtemps, la communauté internationale d'ailleurs, qui s'est saisie de cette question, parce qu'elle a adopté beaucoup de traités, élaboré des lois, adopté des traités, ainsi de suite, donc qui a d'ailleurs instruit le Conseil, et que le Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations Unies, en collaboration avec l'OMS, d'entreprendre une étude sur la persistance des pratiques néfastes, donc telles que les mutilations génitales féminines. Donc il a été considéré que, parce que les MGF étaient inscrits au niveau des États comme étant des affaires intérieures, parce que nul n'a le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures des États, alors que ce sont des pratiques qui sont préjudiciables à la population. Et donc après toutes ces consultations, il fallait que les gouvernements du monde entier, en tout cas tous les États membres des Nations Unies, puissent signer des accords de traités, comme quoi ils acceptent d'être liés à des conventions qui interdisent les pratiques rituelles. Donc voici un peu les instruments juridiques, tant au niveau national, au niveau régional qu'au niveau national, et qui interdisent ces pratiques telles que les mutilations génitales féminines. En tout cas, nombreuses stratégies ont été mises en place. Je cite, mettre fin aux mutilations génitales féminines, la stratégie par les institutions de l'Union européenne du réseau. Mais cela n'empêche, avec les chartes, les conventions, les instruments juridiques internationaux, régionaux, le phénomène persiste. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Cette question, vous, jeune consultatif, et Madame Marissa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce phénomène perdure? Au fait, Madame Sissoko, moi je vais dire pourquoi ce phénomène persiste. Je remercie M. Nabé de nous avoir dit que maintenant il y a une loi sur eux qui interdit aux religieux d'intervenir. Si vous déclarez un cas, vous envoyez à l'OPROGEM, un jour, 2 jours, 3 jours, vous entendez, c'est l'imam du quartier qui vient plaider, c'est le chef quartier qui vient plaider. C'est pourquoi notre deuxième plaidoyer, nous avons adressé au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui qui peut chapeauter les chefs de quartier, les maires, les gouverneurs, à nous aider à faire le plaidoyer. Parce que c'est un engagement que l'État guinéen a pris pour lutter contre les MGF. Tout à fait. C'est ce qui freine. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut former les papas.
Parce que les filles appartiennent au papa. D'accord. Explique-nous, William. Parce que pourquoi former les papas? Pourquoi pas les mamans? Je viendrai envers les mamans. Parce que moi, je vais dire que les mamans sont méchantes. Parce que c'est eux d'abord qui vont commencer à subir l'action. Mais elles se taisent. Elles envoient leur enfant à l'excision. Elles savent qu'eux-mêmes, consciencieusement, qu'il y a des règles douloureuses qui les fatiguent. Il y a beaucoup de facteurs, comme vous l'avez cité. Il y a beaucoup de facteurs qu'on a déjà cités. Mais les papas sont mieux placés. C'est eux qui peuvent arrêter nos tantes. Parce que si eux, ils sont formés sur les conséquences des MGF, eux peuvent dire à leur soeur ou à leur maman. Parce que c'est les soeurs qui viennent prendre les enfants. Hein? Voilà, c'est les tantes qui viennent nous prendre et disent et c'est ma rien faire. Eux, on ne peut rien faire. Mais si eux, ils sont mieux outillés des formations, il faut faire des porte-à-porte avec les vidéos des conséquences. D'accord. Dans les familles, je pense ça aussi, ça peut aller. Parce que c'est un phénomène... ça demande beaucoup de fonds quand même. Ça demande beaucoup de fonds et puis il faut aller doucement. Plan Guinée, vous avez un budget prévu dans ce sens. Alors, c'est une belle initiative. Hein. Plan Guinée doit tenir son compte. Hein. Parce que moi, je pense que c'est comme ça. Hein. Pour sensibiliser les parents, surtout les papas. Surtout les papas. D'accord. Parce que les derniers mots les reviennent. Quiconque dit que ce soit ma soeur, ma mère, qui touche mon enfant, je vais te condamner. Je pense qu'il y aura un peu de choses derrière. Il y aura un peu de changement. Plaisir. Ouais, votre lecture par rapport à cela. Okay. Pourquoi le phénomène persiste et perdure? Ok, le phénomène persiste encore et perdure, comme ce qu'elle vient de dire. Et il faut se dire que c'est l'ancrage un peu communautaire. Et on a vu un peu les arguments de certains religieux qui sont pour l'excision, parce qu'on pense que c'est une pratique ancestrale, c'est coutumière, c'est traditionnel. Ce sont des valeurs culturelles africaines qu'il faut conserver pour ne pas que la jeune fille soit mise de côté ou soit stigmatisée ou subisse ce qu'on appelle le rejet social. Parce qu'à partir du moment où on pense que vous n'êtes pas excisé, dès lors, vous êtes pointé du doigt, tant dans la famille que dans l'entourage. Et donc ça amène toutes les familles à faire en sorte qu'on dise que oui, notre fille est excisée, donc elle est devenue une femme complète, oui. Voilà, donc c'est une valeur. Et c'est là le gros problème. Parce que tant qu'on considère que quelque chose est une valeur, on n'a pas envie de se débarrasser avec. Donc en Afrique, c'est un peu le problème. Alors notre partenaire aussi a fait le cas. Il s'agit un peu de questions d'ordre économique dont souffrent les femmes exciseuses. Oui. Et voilà, donc elles en ont fait déjà une activité génératrice de revenus. Donc à chaque fois qu'elles n'ont pas quelque chose à faire, elles se livrent à cette pratique et pour pouvoir avoir quelque chose. Et donc voici un peu, voilà. Et puis manque d'information, manque de formation, et donc il faut en tout cas investir et contribuer davantage dans la formation, dans l'information et dans la sensibilisation. Parce que lorsque l'opinion nationale ou internationale, les femmes, les papas qui sont les encadreurs d'origine ne connaissent pas quelles conséquences peut être liée à cette pratique. Lorsque je la ferai subir sur mon enfant, ils ne vont pas abandonner. Mais il faut lever les tabous, il faut les expliquer clairement ce qu'il y a lieu de faire. Voici ce que ça peut causer comme conséquence. Nous venons tout à l'heure de citer quelques-uns. Donc c'est un peu ça. Plan Guinée. Madame Marissa, le phénomène sévit toujours, surtout à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a des régions qui sont aussi vraiment favorables à la pratique? Toutes les régions en Guinée sont favorables à la pratique. Ah bon? Oui, mais comme vient de le souligner M. Nabé, c'est un phénomène qui est né des siècles avant nous. Et nos communautés guinéennes, moi je pense, il y a beaucoup d'instructions qui nous manquent. Le sujet d'ailleurs étant considéré comme un sujet très tabou, c'est pas facile qu'on prenne une allure très vive pour aller vers l'abandon. C'est en quelque sorte une question de morale, quoi, en fait. On va vers les communautés, comme je venais de vous le souligner,
on a identifié les problèmes, on est allé vers eux, on a compris et on est en train d'aller pas à pas. Petit à petit. Parce que c'est un phénomène, il faudrait que la personne s'asseye en fait, qu'elle se couche ou qu'elle s'asseye, qu'elle réfléchisse. Au fait, tout ce qu'on est en train de me raconter au sujet de mon enfant, de ma fille, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça ne l'est pas? Et en fin de compte, qu'elle comprenne réellement c'est quoi le problème, qu'elle arrive à étudier les conséquences et qu'elle prenne enfin une décision finale. C'est pourquoi les autres partenaires de mise en œuvre qui sont en train de réaliser ces activités dans nos communautés à travers ces DDG, ces rites, parce qu'ils nous ont dit qu'il faut ces mouvements-là. On peut ne pas pratiquer l'excision dans le vrai sens, l'ablation, mais toute cérémonie liée à cela, qu'il faudrait que le plan international Guinée prenne en compte. Et cet engagement-là, c'est ce qui fut fait. Okay. C'est pourquoi je venais de vous le souligner que les 2 ans suivis là, c'est 5 déclarations seulement qui restent, qui ne sont pas effectuées au niveau de la préfecture de Guékédou. Donc nous, à notre niveau, nous pensons que tout ce qui était là en train d'être fait depuis des siècles, une pratique que quelqu'un est en train de faire, qui en faisait une économie, une source de revenus pour la personne, il revient à la même personne de prendre conscience, de comprendre que c'est une pratique néfaste pour sa communauté, pour elle-même, parce qu'il peut y avoir que ses enfants même en fassent partie, et que l'adhésion ne doit venir que après prise en compte totale ou prise de conscience totale de cette personne-là. D'accord. Donc nous, c'est pourquoi nous passons non seulement par le gouvernement, mais aussi par d'autres partenaires de mise en œuvre pour qu'ensemble on forme une synergie, et c'est ce qui est en train d'être fait, une synergie d'action pour que l'adhésion soit totale au niveau régional, pourquoi pas au niveau national. D'accord. Ben, Madame Marissa vient de parler de l'ablation, qui est la forme sévère, la plus sévère. Hein? Mais cette forme, peut-être qu'on est en train d'abandonner cette forme, mais il y a d'autres formes quand même. N'est-ce pas, Poésie? Oui, effectivement, il y a d'autres formes. Lesquelles? Et, bon, parce que quand on prend l'excision, il faut se dire que c'est... Quand on parle un peu des types, il faut, par exemple, quand on parle des types pharaoniques, et des types... voilà, religieux. William, si tu peux, il est un peu gêné, j'espère. Je pense que, madame, au niveau de cette question, pourquoi ça perdure? Et vous savez, c'est une pratique ancienne et qui a pris de nouvelles formes. Il y a la forme médicale qui est là, la médicalisation. Parce qu'à un moment, lorsqu'il y a eu le débat autour de ça, un certain nombre de religieux ont pensé qu'il faudrait médicaliser pour éviter les dégâts. Mais les experts, l'OMS, les spécialistes en la matière, vous ne pouvez pas être avec tout le monde qui peut faire bien, alors que ce n'est pas quelque chose qui est parmi les 5 piliers de l'islam. Donc, c'est que c'est d'abord coutumier. C'est pourquoi je ne fais pas la publicité d'une ONG à Fasco qui travaille avec le plan international Guinée à Guékédou, qui est en train de mettre en place que lors de l'une de nos activités de sensibilisation que j'ai appréciées, c'est-à-dire des camps d'initiation sans excision. Parce qu'il est extrêmement important de garder nos coutumes et mœurs, parce que c'était des occasions où les vieilles personnes éduquaient nos petites filles, nos femmes, à gérer leur vie future, c'est-à-dire leur vie de couple. Donc, ces ONG-là, actuellement, comme elle l'a dit, il y a des stratégies d'organiser des camps d'initiation, mais à l'intérieur de ce camp, qu'il n'y ait pas d'excision. Parce que... Mais est-ce que l'on respecte... Oui, il y a une grande évolution, hein, parce que chaque fois, il y a des indicateurs qui indiquent que ça diminue. Mais la manière dont les uns et les autres pensent que ça peut être automatique, ce n'est pas de la sorte. Et il est important de rappeler que les familles instruites pratiquent moins que les familles analphabètes. Et actuellement, avec le plan qui accompagne et d'autres institutions, l'éducation des communautés, c'est extrêmement important. Et ce problème-là, depuis autant des ministres Namfadi Mamagasuba, Sanaba, Diamara Massilala, donc ils ont beaucoup
mis l'accent sur les religieux, avec lesquels aujourd'hui les lignes ont bougé. Parce qu'on ne pouvait pas parler de l'excision dans les sermons, mais il y a eu des sermons harmonisés sur toutes les années du territoire national, même les cas de viol dont elle parlait tout à l'heure là. Maintenant, je vous ai dit, on a fait une résolution. Lorsque quelqu'un viole une petite fille qu'on envoie au niveau de l'OPROGEM ou à l'intérieur du pays, il y en a cette circulaire-là. Dès que vous voyez un religieux, remontez-nous l'information. Lui sera purement et simplement radié de la Ligue. Sanctionné. Parce que quelqu'un qui viole, un violeur, n'est pas un bon croyant. Donc c'est pour vous dire que l'application de la loi, il faut d'abord sensibiliser et appliquer. Et il y a un phénomène qui est important, qui n'est pas à oublier, c'est qu'aujourd'hui, avec l'implication de son excellent monsieur le président de la République, parce qu'on l'a vu en ville à Kaloum, avec l'ANIES, l'octroi des vivres avec la prospérité partagée. L'une des conditions que monsieur le président même a dit au MINAS, c'est que si vous recevez, vous ne devez pas exciser. C'est pour dire que les gens, nos millions de téléspectateurs doivent savoir que ce n'est pas un deal que les Blancs envoient pour nous dérouter de nos coutumes et mœurs. C'est que la communauté internationale, dont la Guinée fait partie, une fois qu'ils se rendent compte qu'un phénomène est nuisible à la santé de l'homme de façon générale, est abandonné. Et les religions, aucune religion n'admettent à ce qu'on cause du tort aux femmes et aux filles, parce que c'est elles qui contribuent à la pérennisation de l'humanité. Non, parce que si vous voulez que l'humanité évolue, c'est que les gens procréent. Et les femmes qui doivent procréer, donner des enfants, ne doivent pas mourir en donnant naissance à un enfant, et dont les causes sont l'excision, qui n'est pas une obligation religieuse. C'est extrêmement important. Même souvent, les gens parlent ici, c'est-à-dire ça, c'est surrogatoire. Donc, comme elle n'est pas... Même le jeûne que nous venons de passer là, que Dieu accepte nos jeûnes, nos sacrifices, tellement que Dieu est omnipotent et miséricordieux, lorsque quelqu'un est malade, c'est les 5 piliers de l'islam, le jeûne fait partie. Mais lorsque le jeûne là, le fait de jeûner peut vous causer la mort ou des dégâts, vous êtes dispensé à faire des aumônes. Donc c'est pour dire que comme cette affaire-là, ce n'est pas parmi les 5 piliers de l'islam, et que si vous ne le faites pas, vous n'entrez pas en l'enfer. Donc nous demandons à nos co-religionnaires, musulmans et chrétiens, d'abandonner cette pratique, parce que nous, ça nous a été démontré par les médecins, les éminents, des spécialistes. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons instruit les ONG qui travaillent avec nous, de tout faire pour que, lorsqu'il y a ce genre de sensibilisation au niveau des religieux, de faire venir toujours un gynécologue qui leur explique, pour qu'eux-mêmes ils comprennent, parce que le religieux n'est pas le médecin. Il peut dire, ce n'est pas une obligation, mais les dégâts, c'est le spécialiste, le gynécologue spécial qui peut... Vous avez parlé, on va juste poser 2 questions parce qu'on n'aura plus le temps. De médicaliser l'excision. Cette forme d'excision aussi existe. C'est les agents de santé qui pratiquent ça dans les maisons. Williams, juste une petite lecture par rapport à cela. Oui. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Madame Sissoko, moi je peux en témoigner. J'ai eu à discuter avec 3 sages-femmes qui m'ont dit qu'il y a plus de 3 ans qu'elles n'existent plus. Que les enfants qui vont venir, que c'est l'anesthésie seulement qu'ils vont faire et juste blesser, dire à la maman de partir. Blesser comment? Qu'est-ce qu'on appelle ici blesser? C'est juste une fois qu'ils sont avec les enfants, ils font semblant de les piquer. C'est pour que tu vois l'enfant même qui est excisé aujourd'hui peut danser, peut courir. Depuis qu'ils ont suivi des formations, qu'elle-même, qu'elle a fait la prise de conscience. Quand elle a expliqué, il y avait 2 stagiaires à côté. Les 2 là ont dit, ah madame, nous tu nous as pas dit ça. Elle dit, moi il y a plus de 5 ans. Je ne fais pas. Si vous venez, je récupère l'argent. Hein. Mais je ne fais que piquer un peu sur les enfants. Et je passe. C'est pourquoi tu vois les enfants courir. Alors, Prési, le rôle que doivent jouer les élus des autorités administratives dans cette lutte rapidement. Et puis, on va clôturer cette table ronde. Merci. Alors, en tant qu'organisation de la société civile, nous, au Conseil consultatif, nous exertons ici les autorités gouvernementales quant à leurs responsabilités, en l'occurrence
le secrétariat général des affaires religieuses qui d'ailleurs est représenté sur cette table. Donc nous remercions pour leur adhésion et pour leur accompagnement, soutien et technique, moral à la cause qui nous unit ici. Et donc à travers la signature du mémorandum que nous leur avons adressé, que nous avons rédigé avec toute l'équipe du conseil. Et donc c'est de leur exhorter encore davantage de nous appuyer dans notre lutte parce que étant les autorités qui ont le pouvoir public de faire appliquer les lois sur toute l'étendue du territoire national, et donc c'est de mettre un focus sur leur engagement, mais aussi à l'endroit du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, et vers lequel aussi un mémorandum a été adressé afin qu'ils puissent mettre un focus sur les mutilations génitales féminines au niveau des administrateurs territoriaux qui sont les préfets, les gouverneurs, les maires, ainsi de suite jusqu'au chef de quartier, afin que la lutte pour l'abandon de cette pratique puisse avoir plus de force. Donc voici un peu ce que nous avons. Mettre votre message de fin. Le message de fin, c'est que Plan remercie tout le monde, les partenaires de mise en œuvre, tous les partenaires à tous les niveaux, l'État guinéen, parce que Plan ne vient qu'en appui au gouvernement. Donc nous lançons un appel à toute la communauté guinéenne pour qu'elle comprenne que l'excision n'est pas une pratique qui va dans l'intérêt de la femme et de la jeune fille, mais plutôt ça a des conséquences très néfastes. Et qu'ensemble, nous devons mettre la main ensemble dans le même bol pour ce combat, pour que la jeune fille, dans le futur, essaie de jouir de son plaisir, de se jouir, de décider, de prendre la décision, de choisir ce qu'elle doit faire et que vraiment qu'elle se sente dans sa parfaite santé. Très bien. Monsieur Nabi, rapidement. Je voudrais dire que le gouvernement a pris déjà l'engagement. Et au niveau du secrétariat, nous avons un plan national stratégique d'abandon des MGF et que nous leur donnons l'assurance que le gouvernement, à travers le secrétariat, ne ménagera aucun effort pour la protection des femmes et des filles de Guinée. Et il est important de dire que ça fait à peu près juste quelques jours que le ministère de la Justice a déjà signé un circulaire demandant aux procureurs, c'est-à-dire aux agents judiciaires, d'œuvrer dans le cadre de la protection des violences basées sur le genre. Terminons rapidement, Williams. Je remercie le partenaire, je remercie Plan International de nous avoir financés pour réaliser nos activités sur les MGF et je dis stop au MGF. Très bien. Je rappelle que nous étions avec Lucieni Camara, président du Conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée, Marissa Mansane, assistante projet MGF, Plan International Guinée, Marceline Williams, chargée à l'organisation, président de la commission MGF. Monsieur Aboubakar Sidiki Nabé, DGA, directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement au secrétariat général des affaires religieuses, étaient donc nos invités. Merci à vous de répondre à nos différentes préoccupations par rapport à notre thème du jour, notamment l'abandon des mutilations génitales féminines MGF. C'était sur ces différents mots que nous vous disons au revoir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. On se retrouve très bientôt pour d'autres thématiques. Encore une fois, bonsoir et merci chez vous.